L'instant de l'actualité mondiale sur CamNews 24 à tous et à toutes, bienvenue sur International. Et j'accueille à l'instant notre consultant spécialiste des questions internationales, Ghislain Kougan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, Donald, merci également. Et c'est comme toutes les semaines à travers cette émission qui vous restitue donc l'actualité internationale de la semaine pour ne pas se répéter. Et allons tout de suite en Côte d'Ivoire où l'actualité porte sur le projet du gouvernement ivoirien qui voudrait rendre l'école obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les enfants de 6 à 16 ans. La décision du président Alassane Ouattara est suffisamment rare et importante quand on sait que l'éducation est le meilleur rempart au populisme voire au terrorisme. Le reportage et on en parle juste après. L'école est désormais obligatoire en Côte d'Ivoire. Pour relever ce défi lancé par le président de la République Alassane Ouattara, il faut construire des écoles. Dans le département de Ouaninou, dans le Bafing, des cadres de la région et l'ONG Ndamagnon s'engagent dans ce processus. Dans les villages de Ouedougou et Bévé, les écoles primaires publiques ont été inaugurées par Mamadou Fofana, conseiller du président de la République chargé de l'environnement. Et la particularité de l'école primaire publique de Ouedougou, où s'est déroulée la cérémonie d'inauguration, on y retrouve des élèves guinéens et ivoiriens, le village étant très proche de la Guinée. Ce symbole d'amitié et de fraternité entre les deux pays a été fort apprécié par le parrain Mamadou Fofana, qui par la même occasion a exhorté les populations à scolariser leurs enfants. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a pour sa part insisté sur l'école obligatoire. Il a mis en garde les auteurs de grossesses qui compromettent l'avenir des jeunes filles. Ils seront punis par la loi, a-t-il ajouté. D'autres actions sont prévues pour sortir les populations des villages de Ouedougou et Bévé de la pauvreté. Et pour cela, Mamadou Fofana a invité les populations à voter à 100% le président Alassane Ouattara en octobre prochain. Sa réélection, dira-t-il, va permettre d'achever le développement du monde rural en général et celui du Bafing en particulier. Après donc ce reportage, Ghislain Kougan, j'ai envie de savoir, tout comme ceux qui nous regardent à cet instant précis, le président Ouattara devrait s'appuyer sur quel levier de la Constitution pour mettre en marche ce projet? Je pense que le président Alassane Ouattara n'a pas forcément besoin d'un levier qui est signifié dans la Constitution. Il s'agit d'une volonté légitime pour chaque nation d'éduquer son peuple. Et en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, il incombe au président Ouattara de tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire ait des hommes et des femmes bien formés. À partir de ce moment donné, on peut comprendre donc cette initiative qui est louable et qui est appréciable, encore que la Côte d'Ivoire sort d'un passé tumultueux, très dramatique pour les populations, notamment les femmes et bien sûr les hommes de ce pays. Maintenant, la question, c'est la faisabilité, c'est ce qui va être mobilisé sur le plan de la logistique, sur le plan des ressources humaines, pour que cette volonté d'Alassane Ouattara puisse être concrètement implémentée sur le terrain. C'est à ce niveau que l'on peut s'interroger sur la pertinence ou alors l'opportunité de cette volonté. Pendant qu'on y est, parlant justement d'opportunités, le pays a-t-il les ressources financières pour supporter cette réforme scolaire ambitieuse, mais qui semble coûteuse tout de même? Oui, le pays a les ressources économiques nécessaires. Vous savez très bien que depuis que Alassane Ouattara a pris les rênes du pays, malgré la crise qui traverse la Côte d'Ivoire, il a pu sur le plan économique apporter à la Côte d'Ivoire des résultats probants. La croissance de la Côte d'Ivoire est entre 9,5 ou alors 8%. C'est consécutif, c'est significatif par rapport au nombre de pays. À partir de ce moment donné, Ouattara en tant que très bon économiste a les moyens pour cela. Maintenant, la question, c'est aussi au niveau des délais. Il parle de la rentrée scolaire qui va arriver à partir de cet an prochain. On parle des enfants de 6
je crois à 16 ans. Alors il va être difficile en 2 mois de mettre sur pied une réforme scolaire en profondeur. Il s'agit de recruter 5000 instituteurs, il s'agit de construire près de 4500 classes, il s'agit de répertorier ceux aussi qui ont arrêté les classes pour que ceux-là reprennent le chemin de l'école. C'est pourquoi il est intéressant ici, au pouvoir de Ouattara, de penser à une campagne de communication pour sensibiliser les uns et les autres, surtout ceux qui ont abandonné l'école, notamment leurs parents, à amener leurs enfants à reprendre le chemin de l'école. Parce que vous savez, il faut tenir compte également du pouvoir d'achat de la vie en Côte d'Ivoire, où la plupart des enfants ne travaillent pas toujours. Pourquoi? Vous savez que le pays est un grand producteur de cacao et dont la plupart travaillent dans des champs de cacao où ils ne sont pas surtout toujours bien lotis. Donc, c'est un projet ambitieux, mais il faut l'encadrer, il faut l'orienter, il faut déterminer les paradigmes sur lesquels il faut s'appuyer pour que ce projet ambitieux soit finalement mis sur pied et véritablement implémenté. Ça, c'est une affaire, mais l'autre affaire, c'est on pourrait qualifier ce projet scolaire d'opportuniste, puisqu'il intervient à 3 mois des élections présidentielles. C'est la grosse carte d'Alassane Dramane Ouattara. Dans la situation d'Alassane Dramane Ouattara, avec le passé vécu par la Côte d'Ivoire et ce président, et aussi l'avenir, automatiquement, tout ce qu'il fait aujourd'hui a, si on le veut ou non, une teinture d'opportunité. On comprend la question, mais est-ce que l'opportunité est intéressante? Oui, à partir de ce moment donné, on ne peut pas faire à Alassane Dramane Ouattara le reproche. Pourquoi maintenant? Je suis d'accord avec vous, la question peut se poser, celle du timing. Mais parce que justement, il y a une élection présidentielle, il estime qu'avec cela, il aura davantage de voix, encore que vous savez très bien qu'il est le principal favori à sa succession. C'est un projet que si Alassane Dramane Ouattara réussit à implémenter sur le terrain, croyez-moi, ce projet lui sera véritablement bénéfique. Déjà, l'idée rencontre l'adhésion de nombre d'organisations de la société civile qui estiment que c'est intéressant pour ce pays qui sort d'une décennie de crise politique entre 2002 et 2011, avec ce que vous savez en 2011, les 3000 morts. Certains observateurs s'accordent à dire que la Côte d'Ivoire est en passe de devenir ce pays où les décisions salutaires sont prises sans toutefois être réellement appliquées. Vous partagez cet avis? Pas forcément, pas à la Côte d'Ivoire uniquement, la plupart des pays africains, suivez mon regard, en Afrique centrale, on estime que les décisions sont prises et que très souvent sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Sauf que sur le plan économique, on voit bien comment la Côte d'Ivoire avance. Maintenant, sur le plan politique, la question se pose. Alassane Dramane Ouattara a promis un ensemble de choses qui ne sont pas mises sur pied. Même s'il faut relever que depuis un temps, on a commencé à condamner, pour ce qui est de la crise ivoirienne, des membres qui ont plutôt soutenu Alassane Dramane Ouattara, même s'il faut relever qu'il ne s'agit pas des membres aussi influents que Blé Goudé, par exemple, dans le camp Gbagbo, Laurent Gbagbo, soit encore ce que vous appelez un peu les zigotos, hein, des petites gens. Mais je pense que c'est vrai, mais attendons de voir, ne faisons pas déjà à Alassane Dramane Ouattara un procès d'intention, encore que nous n'avons que, il manque même moins d'un mois, la rentrée c'est en septembre. À ce moment donné, on verra si ça confirme la règle selon laquelle les projets, on parle davantage qu'on agit. Là, on verra s'il faut infirmer ou confirmer cette règle-là. On va partir de la Côte d'Ivoire justement pour la Guinée où Moussa Dadis Camara a été entendu lundi, tout en rejetant les 3 chefs d'inculpation retenus contre lui. Selon son avocat, Moussa Dadis Camara s'est dit prêt à se rendre en Guinée pour répondre à tous les faits dont il est accusé, si la justice lui en fait la demande. Le reportage, et on en parle juste après. Le débat faisait rage ces derniers jours à Conakry depuis l'annonce de la candidature de Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'ex-chef de la junte militaire au pouvoir a finalement été inculpé par un pool de juges guinéens qu'il a entendu mercredi à Ouagadougou où il vit en exil depuis sa chute en 2010. Le président du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD sera poursuivi pour des faits relatifs au massacre de 157 militants de l'opposition au stade de Conakry. Avant cette inculpation, Moussa Dadis Camara était entendu en qualité de simple témoin. Depuis lors, la procédure s'est accélérée. L'ex-président du CNDD a annoncé récemment sa candidature à l'élection de 2015 et une alliance avec le principal parti de l'opposition guinéenne, l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo.
Ses proches dénoncent une procédure politique qui vise à l'écarter de la présidentielle. Jusqu'à présent épargné par la justice de son pays, Moussa Dadis Camara a toujours nié être impliqué dans ces événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Environ 6 ans après les faits, 400 victimes ont été entendues et 15 personnes inculpées dans ce dossier. Les événements du 28 septembre 2009 ont coûté la vie à 157 personnes lors d'un meeting de l'opposition réprimé par l'armée. Encore une affaire sur Moussa Dadis Camara. Alors, quels sont les 3 chefs d'inculpation retenus contre l'ex-chef de la junte militaire en Guinée? Je pense qu'il y a meurtre, assassinat et tout cela. Il y a également complicité ou alors non-assistance à personne en danger. Il y a également le fait qu'il soit le chef suprême de l'armée, dont automatiquement il est responsable de ce qui se passe à partir du moment où le président, même s'il n'est pas l'auteur, en tant que chef d'État, il est ici conçu ou apprécié comme responsable. Donc voilà les chefs d'inculpation qui pèsent contre lui, notamment après le massacre le 28 septembre 2009 de l'opposition qui tenait à un rassemblement pacifique. Alors, cela pourrait-il remettre en cause sa candidature à l'élection présidentielle l'octobre prochain? Je pense que c'est l'intention. C'est ce qui est recherché dans ce qui est fait. Parce que si on revient sur la question du timing, ce n'est pas maintenant qu'on découvre que Moussa Dadis Camara est en quelque chose impliqué dans le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Alors, depuis 2009, il me semble que le président Alpha Condé arrive au pouvoir en 2011, je crois. Donc aujourd'hui, il y a cela 4 ans, rien n'a été fait aujourd'hui. Et curieusement, ce n'est qu'après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, pire encore, après avoir décidé de s'allier avec Cellou Dalein Diallo, que finalement, tout ce genre de situation se présente. Même si on peut, sur le plan juridique, comprendre cela, avec la démarche de Fatou Bensouda, la présidente de la CPI, qui s'est déplacée du côté du Burkina Faso et qui a salué cette initiative, notamment d'inculper et même d'entendre le président Dadis Camara dans ce massacre-là. Sauf qu'on ne peut pas ne pas envisager des relents politiques dans cette situation. Pourquoi d'ailleurs Moussa Dalein Diallo l'a signifié. Il a dit comme quoi il est contre l'impunité, mais il est également contre l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. Alors pourquoi c'est aujourd'hui que le président Condé décide de l'opportunité notamment de poursuivre Moussa Dadis Camara, même s'il ne s'agit pas ici de légitimer une quelconque impunité. Donc on ne peut pas ne pas évoquer une intention politique dans cette décision qui se veut juridique, si vous voulez. Moussa Dadis Camara, judiciaire, voilà. Moussa Dadis Camara qui a donc passé des alliances avec certains partis politiques en Guinée. Alors, est-ce que ces alliances vont survivre face à la situation dont il est victime, alors, la situation dont il vit actuellement? Non, je pense qu'il est inculpé, mais n'est pas encore condamné ni accusé. Même si véritablement ce n'est pas gratuit, ce qui pèse contre lui, ça va bien évidemment l'amener à réfléchir par 2 fois, à revoir sa position. Attendons les jours à venir, voir comment l'enquête, l'inculpation, ce qui va suivre, puisque il reconnaît juste une responsabilité morale en tant que chef d'État, selon son avocat. Maintenant, si on établit une responsabilité, que ce soit physique ou militaire, ou alors dans quelque chose que ce soit, à partir de ce moment donné, la situation va se complexifier et on va grandir d'un pas. Mais je pense quand même qu'il y a une influence. Il y a le fait que certaines organisations de droits de l'homme sont d'avis avec la décision prise par la justice guinéenne. Fatou Bensouda et donc la CPI est d'avis. Donc vous comprenez qu'il y a un ensemble d'éléments de structures qui sont contre, qui applaudissent cette décision au nom de l'impunité, même si le volet opportunité politique n'est pas toujours vu ici, un volet politique qui profite bien évidemment au pouvoir en place, notamment Alpha Condé. Alpha Condé aurait-il peur de cette coalition désormais établie entre Moussa Dadis Camara et les autres partis politiques, puisque un procès en préparation, il faut le dire comme ça, à quelques jours de l'élection présidentielle. Ça veut dire que le pouvoir de Alpha Condé est menacé. Bien sûr. Alpha Condé est menacé parce qu'il n'a pas oublié comment est-ce qu'il arrive au pouvoir. Il arrive au
pouvoir au profit d'une alliance après avoir perdu le premier tour face à notamment Cellou Dalein Diallo. Diallo qui lui aussi avait une alliance, dont à partir du moment où il se rend compte que son principal adversaire, Diallo, qui a perdu aussi un allié, a su se remettre en selle en notamment tendant la main à Dadis Camara qui est de la Guinée forestière, peut lui faire ombrage. Et bien il était question pour lui, après avoir manifesté sa surprise, de trouver les voies et moyens pour casser cette coalition. Il s'agit d'une bataille politique qui, de ce point de vue, se comprend. La question maintenant là où on peut s'interroger de cette manigance, c'est sur le plan judiciaire, qu'on ne déloge pas une question politique sur un territoire judiciaire ou vice-versa, que la justice ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques, même si vous dira que est-ce qu'il est clair qu'il y a eu du massacre le 28 septembre, vous direz oui. Mais pourquoi maintenant? Justement, pourquoi maintenant? Et pour mémoire, Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte militaire en Guinée et président de la République de ce pays à une certaine époque, est poursuivi pour complicité d'assassinat, séquestration et viol. Il sera de nouveau entendu par les juges qui feront le déplacement au Burkina Faso où il vit en exil depuis 2010. Restons justement au Burkina Faso où le pays est obligé de revoir son code électoral. La justice ouest-africaine demande aux autorités de revenir sur la décision d'exclure des prochaines élections tous ceux qui avaient soutenu publiquement la révision de la Constitution. On regarde. Le code électoral burkinabé est au centre de toutes les attentions. Le 7 avril 2015, les députés du Conseil national de transition ont adopté un nouveau code électoral. Ce texte exclut les partisans de l'ancien président Blaise Compaoré des prochaines élections. Face à cette situation, l'ancienne majorité présidentielle a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour sous-régionale rendra sa décision le 13 juillet 2015. Pour le moment, les avocats des plaignants sont optimistes. Le nouveau code électoral fait référence à la tentative de révision de la Constitution fin octobre 2014 par l'ancien président Blaise Compaoré. Pour les avocats de l'État, les restrictions inscrites dans ce texte sont autorisées et aucune discrimination ne pourrait être prouvée par la Cour de la CEDEAO. Le nouveau code électoral fait l'objet de vives polémiques au Burkina Faso depuis son adoption. Pour de nombreux observateurs, c'est une lourde tâche qui a été confiée à la Cour de justice de la CEDEAO. Les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas susceptibles d'appel. Elles sont en théorie contraignantes pour les États membres. Cependant, elles ne sont pas systématiquement appliquées. Les élections présidentielles et législatives devant se tenir le 11 octobre prochain, il est important qu'un terrain d'entente soit trouvé avant le scrutin. Alors, Gisela Kougan, que pensez-vous de ce verdict? Je pense que ce verdict est compliqué et va davantage jeter de l'huile sur du feu au Burkina Faso. La décision qui avait été prise notamment par le Parlement intérimaire au Burkina était une décision, à mon sens, salvatrice. Pourquoi? Parce qu'elle était visée à sanctionner ceux qui ont travaillé à modifier la Constitution pour que Blaise Compaoré puisse briguer un nouveau mandat de manière anticonstitutionnelle. Elle était salvatrice, cette décision, de ce point de vue. Maintenant, voilà que ceux qui ont estimé avoir été lésés dans cette décision-là ont porté le problème par devant la justice de la CEDEAO qui maintenant revient sur cette décision comme en intimant le pouvoir de Burkina Faso d'invalider justement, qui invalide en réalité ce code électoral qui a été voté. C'est également vrai qu'il s'agit ici d'un argument. On se recouvre un peu derrière l'argument des droits de l'homme. Chacun est libre de participer à l'élection présidentielle, mais je pense quand même qu'il faut parfois penser à la souveraineté des États, aux situations précises, particulières, au contexte particulier. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé au vote de ce code électoral? Parce qu'il y a eu un précédent. Et justement, c'est là où on se pose l'autre question. La CEDEAO avait-elle intérêt à invalider ce code électoral? Est-ce qu'elle avait intérêt? Je pense que la CEDEAO a estimé dans ce qui lui a été transmis comme récrimination, notamment les 7 partis politiques qui sont concernés. Parce qu'ici, ce n'est pas uniquement le parti de Blaise Compaoré qui est incriminé. Il y a d'autres partis également qui sont sentis à travers ce nouveau code électoral disqualifiés d'une possible candidature à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est peut-être davantage les arguments de ces partis politiques en dehors du parti au pouvoir, parce
lorsque le parti pouvoir, il faut aussi le rappeler, gouvernait avec des alliés. Peut-être que ce sont les arguments de ces autres partis politiques qui ont amené la CEDEAO à revoir la copie, notamment en invalidant le code électoral qui a été adopté par le pouvoir en place. Mais il faut comprendre que la décision de se plier à la décision, à l'intimation soulevée de la CEDEAO, elle n'est pas systématique. Ça veut dire qu'il y a quand même la souveraineté des États, même s'il faut reconnaître que le Burkina Faso doit, à partir du moment où le pays appartient à la CEDEAO, peut-être s'exécuter. La décision, elle est communautaire. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences politiques sur le plan interne? Les conséquences politiques, c'est que cela va encore créer de l'agitation. Parce que ceux-là qui se sentent maintenant blanchis, entre guillemets, par ce code électoral invalidé, vont activer toutes les batteries maintenant pour pouvoir se positionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la scène politique ivoirienne aujourd'hui, on sait que les échéances législatives et présidentielles sont proches, vont notamment activer tout leur réseau et vont davantage complexifier la scène politique au Burkina Faso. Souvenez-vous de cette dissension qui est entre le régiment de sécurité présidentielle, avec notamment son leader qui est le Premier ministre Yacouba Zida, qui a bien évidemment été maintenu par le président Kafando, qui l'a déchu de son poste de ministre de la Défense. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un réel problème entre le ministre de la Défense, l'ancien, puisqu'il Isaac Zida, qui est Premier ministre aujourd'hui, et le régiment, un régiment qui a davantage travaillé pour le président Compaoré. Vous comprenez qu'au sein de l'armée, il y a un problème. Or, l'armée était perçue comme le bras séculier de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, on vous dit qu'on prend une décision qui amène le parti de Blaise Compaoré et dans l'armée à pouvoir concourir à l'élection présidentielle. Et tout ça, finalement, c'est une victoire pour les anciens soutiens de Blaise Compaoré. Oui, une victoire symbolique, parce qu'il faut préciser que Blaise Compaoré, les avocats, le Parlement intérimaire a voté pour une inculpation de Blaise Compaoré comme de haute trahison et puis de tentative de modification de la Constitution, dont il a appelé à comparaître, ce qui est une décision salvatrice. Donc celle qui vient encore, franchement, vient davantage nous amener vers des sentiers difficiles. Vivement que la situation se rétablisse, que les uns et les autres reviennent à des meilleurs sentiments du côté du Burkina Faso. Pendant ce temps, la Grèce a finalement fléchi face aux exigences de ses créanciers. Le premier projet de loi sur les réformes et comprenant de nouvelles mesures de rigueur a été validé par le Parlement grec. Malgré les obstacles à l'interne, tant dans son parti qu'au gouvernement, sans parler de la grogne d'une bonne marge de la population, le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a su manager pour obtenir l'aval du Parlement. Alors, Ghislain, votre ami, excusez-moi de l'appeler ici, parce que de temps à autre, vous aimez à me rappeler que Alexis Tsipras, il est compétent, il occupe bien son poste et qu'il est le meilleur à ce poste-là. Après le vote houleux, maintenant, des premières réformes, la Grèce peut-elle espérer remplir rapidement ses caisses? Je pense que ça va être difficile, mais il faut prendre la situation progressivement, par palier. Il y avait un premier défi qui s'imposait à Tsipras. Il a relevé ce premier défi-là, celui de tenir tête justement aux créanciers de la Grèce pour avoir notamment ce nouveau plan d'aide. C'est-à-dire que maintenant que c'est fait, il y avait un deuxième défi, de faire valider ce plan de créanciers de la BCE et du FMI par le Parlement. Ça a été fait également. Maintenant, il y a un troisième volet, c'est maintenant l'implémentation de tout cela dans la vie politique, économique, sociale de la Grèce, à l'effet justement d'être capable de rembourser ses créanciers. Donc, maintenant, voilà le tableau qui est brossé aujourd'hui. Il y a 3 paliers. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'Alexis Tsipras va s'y prendre pour justement remplir le cahier des charges de ses créanciers sans toutefois suffisamment léser ou faire souffrir son peuple. Le défi et le challenge sont immenses.
Voilà, quelles peuvent être les conséquences politiques sur le plan interne si on met de côté le volet économique avec les réformes qui vont justement s'accentuer sur ce fait-là, mais sur le plan interne, politiquement? Je pense que sur le plan interne, cela a montré que Tsipras est un bon manager. Âgé simplement de 40 ans, il a su tenir tête. Parce que, vous savez, il était engagé comme dans une aventure périssable. On estimait qu'au sortir de cette situation, la Syriza, son parti radical, allait s'émietter, allait exploser. Ce n'est pas le cas. Parce que, rappelez-vous qu'au Parlement, sur 300 députés, 229 ont voté pour lui, 104 ont voté contre lui et 6 sont abstenus. C'est quand même significatif. Donc, il a eu la majorité. Mais ce qui est davantage intéressant ici, c'est de voir que sur la majorité qu'il a obtenue, il y a les deux partis à qui gouverne le pouvoir, qui gouvernent avec lui, mais il y a 3 partis de l'opposition qui ont voté pour lui. C'est significatif. Et donc, je pense que la question maintenant, c'est même au niveau de la Syriza, au niveau de son parti radical, puisque sur 149 députés, 39 de son parti ont voté contre lui. Donc, ça pose un problème. Ça veut dire qu'il doit revoir maintenant son gouvernement sur le plan politique, parce que, M. Anis, vous ne pouvez pas comprendre que sur 149 députés de votre parti, que 39 votent contre vous. Ça veut dire qu'il y a un problème, vous devez revoir votre gouvernement, revoir votre politique à ce niveau. Donc, alors maintenant, quelle est la situation de la Grèce, tant dans la zone euro ou alors globalement dans l'Union européenne? Est-ce qu'on peut envisager une sortie momentanée ou alors provisoire de la Grèce, soit de la zone euro, soit de l'Union européenne totalement? Je comprends. Je pense que de la façon dont les choses progressent, on s'éloigne davantage et même suffisamment d'une sortie possible ou éventuelle de la Grèce, de la zone euro. Ce n'est plus possible. Pour l'instant, ce n'est plus à l'ordre du jour. Il s'agit maintenant, la Grèce, d'appliquer le cahier des charges. Par exemple, 2 ou 3 choses. Par exemple, la Grèce doit revoir la hausse de la TVA sur les produits non alimentaires, non périssables, les denrées alimentaires, revoir cette TVA à la hausse de 23%. On maintient à 13% la TVA sur l'hôtellerie et à 6% sur les livres, les places de spectacle. C'est significatif, ce n'est pas rien. La Grèce doit revoir sa réforme de la retraite. Ce sont des situations difficiles à être appliquées sur le terrain. Et bien évidemment, la Grèce va gagner 4 milliards d'euros à travers notamment des recettes fiscales, mais doit passer par une hausse des prix. Vous savez, le commun lambda, lui, très souvent, il veut voir les répercussions de ce qui se vote sur son pouvoir d'achat. C'est à ce niveau que vous allez comprendre ça fou. Vous allez comprendre si le peuple lambda est véritablement d'accord avec vous. Donc je pense qu'on verra au fur et à mesure que Tsipras va appliquer le cahier des charges de l'Eurogroupe, de la BCE ou du FMI, encore mais que maintenant il s'agit de négocier pour avoir 80 milliards d'euros qui vont lui permettre de restructurer la vie économique afin maintenant de rembourser ses créanciers, la Banque Centrale Européenne et le Fonds Monétaire International. Peut-être que la Grèce ne sera pas victime d'un 4e plan d'aide. Pour l'instant, on se limite à parler de ce 3e plan d'aide. Mesdames, Messieurs, c'est justement avec la Grèce que nous mettons un terme à cette autre sortie d'International. Juste là, ce fut un plaisir d'être là. Et aujourd'hui, c'est la fête du Ramadan. Bonne fête à vous. Je vous dirais Barka la Salah. Barka la Salah à tous les téléspectateurs de Camille 24. C'était International. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.